Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information publique concernant les mesures de préparation et d'intervention en cas d'inondation pour cette année 2021. Mon nom est Sylvain Chevrier, directeur général de la Ville de Rigaud et coordonnateur de la sécurité civile. M'accompagnent pour cette présentation M. Brazeau, M. Martel, Mme Kunch et Mme Gemel. Au cours de cette présentation, nous verrons le portrait hydrométéorologique de la situation, la question de l'hébergement d'urgence, les actions de planification de l'organisation municipale de la sécurité civile, le volet des responsabilités citoyennes, ainsi que l'aide requise des citoyens pour les études scientifiques. Par la suite, nous répondrons en premier lieu aux questions que certains citoyens nous ont fait parvenir. Lorsque ces questions seront répondues, nous tenterons de répondre à la majorité des questions qui seront posées en direct dans les commentaires de la vidéo. Vous pouvez revoir cette séance d'information publique sur la page Facebook de la Ville de Rigaud dès demain, en plus de la consulter sur notre chaîne YouTube et sur le site web de la Ville. À noter que vous pouvez retrouver la séance d'information publique que nous avions fait sur le même sujet en 2020 sur la page Facebook de la Ville de Rigaud également. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Sylvain Brazeau, directeur du service de sécurité incendie et coordonnateur de site de sinistre au niveau de la sécurité civile. M. Brazeau, votre micro. Merci beaucoup, M. Chevrier. Donc, je me reprends. Merci beaucoup tout le monde d'être là ce soir. Tout comme l'année dernière, on vous avait fait une petite présentation sur les conditions du bassin versant en vue d'une crue en 2020. On va faire le même exercice ce soir en vue d'une crue 2021. Ce qu'on va vous expliquer, c'est vraiment les sites qu'on visite, les sites Internet qu'on visite pour voir l'état du bassin versant et être capable un petit peu d'anticiper qu'est-ce qui s'en vient au niveau de la crue. C'est pas une science exacte, c'est pas une science précise. On n'a pas de boule de cristal capable de prédire qu'est-ce qui s'en vient de façon absolue. Par contre, depuis les 3 dernières années, ça nous donne une bonne idée de qu'est-ce qui s'en vient. Et c'est des sites qui sont accessibles au grand public. Donc, si des gens veulent aussi se donner la peine de suivre sur l'évolution de la crue, vous allez pouvoir le faire et vous allez avoir les mêmes références que nous là, pour faire ce petit suivi-là. Donc, tout d'abord, ce qui est important de savoir, c'est où se trouve le bassin versant de la rivière des Outaouais. Le bassin versant de la rivière des Outaouais, c'est 146 000 km² situé surtout dans l'Outaouais, en Abitibi, un petit peu en Ontario. Et puis, toute la tâche que vous voyez là vient influencer le petit tronçon qui mène jusqu'à Montréal, le petit tronçon de la rivière. Donc, c'est tout ça qui vient causer les crues printanières. Ce qui est important de se rappeler, le bassin versant de la rivière des Outaouais, malgré qu'il soit très grand, il n'y a seulement que 40% du bassin versant qui est régularisé. Ce qui veut dire qu'il y a 13 grands réservoirs capables d'emmagasiner l'eau de fonte. Et ces réservoirs-là servent à faire de l'hydroélectricité, contrôler certains débits, mais il y a quand même 60% du bassin versant qui s'écoule directement vers la rivière des Outaouais et ultimement arrive aux portes de Carillon. Et Carillon, vous savez, c'est un barrage au fil de l'eau. Donc, tout ce qui arrive à Carillon passe en quelques heures, soit par les évacuateurs ou les turbines. Donc, ceci étant dit, donner une petite idée de qu'est-ce que ça avait l'air l'année dernière sur le bassin versant comparé à cette année. Vous avez les sites, le site de la NOAA. Et puis, je vous le dis tout de suite, la présentation, comme M. Chevrier l'a dit, va être disponible sur le site de la Ville. Les hyperliens, là, tout ce qui est souligné ici, vont vous amener directement sur ces cartes-là. Donc, quand vous allez les revisionner, si vous voulez reconsulter ou revoir nos références, cliquez sur le lien et vous allez revenir sur une page web qui vous amène directement sur ces cartes-là. Donc, la présentation, on l'a préparée la semaine dernière. Vous voyez en date du 9 mars 2021, le bassin versant de la rivière des Outaouais est à peu près ici. C'est les accumulations de neige qu'on est capable de voir sur le site de la NOAA. Le site de la NOAA, c'est un site américain qui couvre l'ensemble de l'Amérique du Nord. On peut y voir plusieurs informations, dont entre autres le couvert de neige. On est chanceux, il capte une partie du Québec, donc on en profite.
Comme vous pouvez voir sur le bassin versant, actuellement, les quantités de neige sont de beaucoup inférieures à l'année dernière. L'année dernière, là, toute la partie qui est ici, c'était déjà vert, donc plus de 24 pouces de neige. Cette année, là, on est plutôt là, dans les 16 à 20 pouces de neige par endroit et par autre endroit, on est à des traces de neige. Donc ça veut dire que cette neige-là a déjà fondu avec les redoux qu'on a eus et a déjà été captée par les réservoirs du bassin versant ou c'est directement rendu au port de Carillon si c'était dans la partie non régularisée du bassin versant. Donc, ça, c'est la situation actuelle. Moi, ce que j'aime regarder, oui, il y a l'épaisseur de neige. J'aime aussi regarder l'équivalent en eau dans la neige. Faire un parallèle, tout le monde a pelleté cet hiver. On a eu des petites tempêtes, des petites bourrées de neige. Parfois, on avait un 15 cm qui se pelletait très facilement, la neige ne pesait rien. D'autres fois, on avait le même 15 cm, la neige pesait une tonne, difficile à pelleter. C'est la quantité d'eau qu'il y a d'emmagasiné dans la neige qui fait la différence de poids. Donc, un 15 cm de neige folle à compter d'un 15 cm de neige mouillée n'aura pas la même quantité d'eau. Donc, ça nous amène à une autre carte qui vient nous donner une meilleure idée là, de qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir comme crue une fois que la neige va partir. Donc, ça, c'est cette année encore, en date du 9 mars 2021. Vous voyez les couleurs, le bassin versant est toujours au même endroit ici. On a un équivalent en eau dans la neige qui varie entre 2 à 8 pouces présentement sur le bassin versant, ce qui n'est pas beaucoup si on compare avec l'année dernière. Donc, ça, c'est très encourageant. Si on regarde avec l'année dernière, ce qu'on avait à pareille date, vous voyez, on est plus dans le 6 à 12 pouces sur l'ensemble du bassin versant. Donc, ça nous amène à dire que dans l'équation qui amène les inondations, il y a oui les températures extérieures, les précipitations et la quantité de neige au sol qui fond et qui s'en va dans les bassins, dans les réservoirs. Mais dans l'équation, la quantité de neige au sol est de beaucoup inférieure à ce qu'on avait l'année dernière. Et l'année dernière, ça a été quand même une crue relativement calme. Donc, jusqu'à date, ça, c'est encourageant. Ce qu'on regarde aussi à long terme, température, on n'a pas beaucoup de précipitations cette année d'annoncer dans les 4 prochains jours, dans les 7 prochains jours et les 14 prochains jours aussi sont quand même relativement calmes en fait de précipitations. Donc, on ne devrait pas avoir une grande quantité de neige supplémentaire qui va s'abattre sur le bassin versant. Comme je vous disais au départ, c'est une science inexacte. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais présentement, les conditions sont favorables à avoir une crue normale. Ensuite de ça, ce qu'on regarde, bien, sur le site de la NOAA, vous avez accès à plusieurs cartes. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, le site, pour ceux qui n'ont jamais été dessus. Donc, si vous me permettez, vous voyez, vous avez Snow Water équivalent. Ça, c'est la carte qu'on voyait là. L'autre que je vous ai montré tantôt, c'était l'épaisseur de neige, donc Shallow Snow Deep. Mais si on veut voir plus précisément, juste un instant. Quand on arrive sur le site, vous avez ici le type de carte que vous voulez regarder. Donc, vous pouvez la choisir, cliquez là. On va rester avec l'équivalent en eau, mais on aurait pu aller chercher l'équivalent, l'épaisseur de neige. On va rester avec l'équivalent en eau. Important de venir choisir votre année. Quand vous allez cliquer sur le site, sur le lien qui est indiqué dans la présentation, vous allez toujours revenir en date du 9 mars 2021. Donc, c'est important de venir changer votre date. Donc, moi, je vais aller chercher l'année 2021, le mois de mars. On va aller chercher des informations d'hier. Okay? Si on va chercher les informations d'aujourd'hui, c'est une prévision qui est indiquée. Si on va chercher celle d'hier, c'est vraiment ce qu'il y a eu. Donc, on va choisir le 15 mars 2021 et vous allez avoir l'équivalent en eau. Donc, vous avez le portrait là, de la situation sur le bassin versant actuellement. On pourrait transformer notre carte pour aller chercher l'équivalent en neige, l'épaisseur de neige. Toujours important de faire redraw. Et vous allez avoir le portrait avec tout le temps l'échelle graduée ici en pouces. Si on vient avec l'équivalent en eau, comme je vous disais, des fois on aime ça faire des comparables. Chaque année étant quand même unique. Vous voyez, ça c'est 2021. 2020, on n'a pas eu de crue. Si on va voir 2019 à pareille date, qu'est-ce qu'on avait comme équivalent en eau? Vous voyez, là, dans la neige, là, on s'en va plus dans du 16 pouces, là, dans du 10 à 16 pouces, là, un petit peu partout à pareille date sur le bassin versant. Donc, comme je vous dis,
Dans l'équation, actuellement, une grosse partie de l'équation, c'est la neige qui est au sol. On n'a pas beaucoup comparé à des années où on a eu de fortes inondations. Donc, ça, comme je vous dis, si vous revisionnez la présentation, vous allez pouvoir revoir là, comment on navigue sur ce site-là. Ensuite de ça, ce qu'on aime beaucoup regarder, moi, ce que je suis, c'est le site de la Commission de planification et de la régularisation de la rivière des Outaouais. Beaucoup d'informations sur ce site-là, entre autres les prévisions. Les prévisions vont vous donner, à court terme, évidemment, de 1 à 4 jours, les prévisions de débit sur différentes rivières du bassin versant, différents réservoirs, mais surtout, vous allez avoir des prévisions de débit sur le barrage de Carillon. Ce n'est pas une science exacte encore, je vous le dis. L'année dernière, quand on surveillait, les prévisions pouvaient changer au cours de la journée, ou ce qui était annoncé la 4e journée, quand elle devenait la 3e journée, avait changé. Donc, c'est normal, mais ça vous donne une idée de ce qui s'en vient. Encore là, si vous me permettez, pour ceux qui n'ont jamais visité ce site-là, si on le remet, quand vous arrivez à la page d'accueil, c'est ce que vous voyez. Donc, si vous voulez consulter les conditions actuelles et voir qu'est-ce qui se passe sur le barrage de Carillon, choisissez Emplacement sur la rivière. Vous arrivez à une carte comme ça. Vous pouvez soit cliquer sur le barrage de Carillon, qui va vous donner le débit, le dernier débit qui a été enregistré. Important par contre, regardez la date et l'heure. Okay? Vous n'aurez pas ça en temps réel à la minute près au moment où vous cliquez, mais vous allez avoir une bonne idée des débits qu'il y a à Carillon à telle heure. Donc aujourd'hui, à 16 heures, on avait 2377 mètres cubes secondes qui étaient évacués par Carillon. Vous pouvez aussi descendre un petit peu plus bas. Vous allez avoir à différents endroits sur le bassin versant, sur une période de 7 jours, les débits et les niveaux qu'il y a pu avoir. Si vous allez jusqu'en bas, vous allez voir rivière des Outaouais à Carillon. C'est les 7 dernières journées, vous voyez les débits qu'il y a eu à Carillon. Plus bas, vous avez accédé aux prévisions. Les prévisions, ce n'est pas encore commencé, c'est seulement qu'en période de crue qui vont être affichées. Donc, la crue n'est présentement pas amorcée. C'est pour ça qu'il n'y a rien. Mais quand ça va être en marche, vous allez avoir pour la journée même de 8 heures à 8 heures le matin. Après ça, prévision pour les 4 journées suivantes. Okay? Ce qui est important de venir regarder, rivière des Outaouais à Carillon, c'est vraiment ce que le barrage évacue. Donc, on se fie beaucoup à ça. Juste comme ça, pour ceux que ça pourrait intéresser, barrage de Carillon, là, ce qu'on se rend compte là, depuis les dernières années, en bas d'un débit de 4500 mètres cubes, on est encore à la porte du seuil d'inondation haricot. Ça veut dire que les rues ne sont pas encore inondées. L'eau est haute, peut-être, mais il n'y a aucune maison, aucune rue d'inondée à ce moment-là. L'année dernière, 2020, on a eu 14 jours de crue où on avait un débit supérieur à 5000 mètres cubes à Carillon. 14 jours consécutifs. Et je vous rappelle, on n'a pas eu une crue extraordinaire l'année dernière. Le niveau maximum que la rivière a atteint à Rigaud, c'est aux alentours de 23,80 mètres. Donc, ça donne une petite idée. Le débit maximal qu'on a enregistré l'année dernière, c'était 5809 mètres cubes. Donc, quand vous allez sur le site, soyez pas étonnés de voir apparaître à un moment donné du 3000 mètres cubes, du 3500, 3800. On est encore correct. Jusqu'à 4500, ça va bien. 5000, on approche de la période d'inondation, s'il doit en avoir, mais c'est mineur. Si vous voulez avoir une idée, 2019, on a eu 50 jours consécutifs à plus de 5000 mètres cubes secondes à Carillon. Et là-dessus, c'était une moyenne journalière là, sur les 50 jours de 7540 mètres cubes. C'était beaucoup d'eau qui passait, rien de comparable avec ce qu'on a eu l'année dernière. Et puis 2018, on a eu 9 jours de plus de 5000 mètres cubes. Et puis le débit maximal a été autour de 5500 et le niveau de la rivière avait monté à 23 mètres 70. Donc encore là, 2018, pas d'inondation. 2020, pas d'inondation. On est à peu près dans les mêmes chiffres. Et comme je disais tantôt, les conditions semblent présentement meilleures. Ce qui pourrait changer, par contre, c'est vraiment au niveau des précipitations, là, si le scénario devait évoluer dans les prochaines semaines. Autre site qu'on regarde, et ça c'est intéressant,
vous avez, en suivant ce site-là, Vigilance du MSP, vous allez arriver directement à ces cartes-là, ces tableaux-là. Vous avez sur la rivière des Outaouais, à la hauteur de la baie Quesnel et à la hauteur de la baie de Rigaud, vous avez des stations qui enregistrent presque en temps réel les niveaux et c'est accessible à la population. Donc, tout le monde peut avoir accès à ça. Donc, ça, c'était le 9 mars, évidemment. On affichait à la baie Quesnel et à la baie de Rigaud au niveau normal. Le niveau était à la baisse. Cette ligne-là, ici, c'est le seuil d'inondation minimum. Donc, à Rigaud, à partir de 23,50, on arrive à la limite là, du seuil d'inondation. Et la dernière colonne ici, c'est vraiment le niveau qui est enregistré au niveau de la station. Comme je vous dis, c'est presque en temps réel. Par contre, le site, si vous cherchez ces bornes-là dans cet ordre-là, Rivière-Châteauguay, Rivière-des-Outaouais, Rivière-des-Outaouais, d'une fois à l'autre, ça va évoluer sur le site. Donc, je vous invite fortement, si vous allez visionner ce site-là, vous allez devoir peut-être regarder au travers des 70 lignes que comporte le tableau pour trouver vraiment la baie de Rigaud et la baie Quesnel. Mais c'est intéressant, c'est tout le temps une mesure qui est quand même fiable. Autre site qu'on surveille, c'est le site à Sainte-Anne-de-Bellevue. Donc, Sainte-Anne-de-Bellevue, c'est un petit peu la même chose, c'est encore la plateforme Vigilance. Si vous cliquez là-dessus, vous allez arriver directement sur un tableau des 7 dernières journées, heure par heure, les niveaux qui ont été enregistrés à Sainte-Anne-de-Bellevue. On regarde plusieurs, là, vous allez dire pourquoi on regarde Sainte-Anne-de-Bellevue quand on a des stations à Rigaud. Ces stations-là sont fiables, mais ne sont pas à l'abri d'une panne. Donc, on a déjà vu des pannes durer de quelques heures à 1 ou 2 journées avant de revoir les données là, qui se réaffichent sur les sites. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, puis vous pourrez le faire vous autres aussi, là, choisir des stations repères, puis avoir une idée. Sainte-Anne-de-Bellevue, elle est quand même fiable. Moi, j'ai remarqué que quand on affiche un niveau X à Sainte-Anne-de-Bellevue, si on rajoute 15 à 20 cm, on a les stations de Rigaud. On arrive à peu près au même niveau. Donc, si on perd les stations de Rigaud, on est capable de se fier sur une station sœur à côté, de rajouter quelques centimètres, puis d'avoir une idée de ce qui se passe. Donc, en ayant plusieurs références, mais toujours les mêmes références, il ne faut pas commencer à changer d'une à l'autre. Il faut vraiment avoir une bonne idée, être capable de toutes les suivre. Ça vient rassurant, puis ça vient un petit peu confirmer les mesures que vous allez prendre. Même des fois, quand vous allez sur des stations, si vous dites « Ah, ça n'a pas l'air de fitter avec ce que je m'attendais », vous pouvez aller consulter les autres autour pour vous assurer que oui, ça fonctionne bien. Et en dernier lieu, quand ça ne fonctionne pas, puis parfois aussi, moi, j'aime bien aller vérifier sur le terrain, on a à Rigaud quelques règles, en fait, on en a deux règles de niveau qui sont installées, qui sont fiables. Donc, les niveaux qui sont écrits là-dessus, ça devrait être les mêmes niveaux que vous allez retrouver sur les sites Internet là, quand vous allez les consulter. Donc, on a une dans la descente de bateau à la pointe Séguin, et on a une autre au bout de la rue Céline-Nord. Donc, ça, c'est nos repères. C'est là-dessus qu'on s'en va là, quand on veut vraiment s'assurer que ce qui est sur le terrain reflète la réalité qui est affichée sur les sites Internet. Donc, présentement, si je résume, on vous a donné les sites Internet qu'on consulte. C'est des sites grand public. Il n'y a aucune cachette là-dedans. C'est vraiment ces sites-là qu'on utilise pour anticiper ce qui s'en vient au cours des prochains jours quand tu as une crue. Même chose quand les débits augmentent à Carillon, on est capable de prévoir ou d'anticiper un petit peu les niveaux que la rivière devrait atteindre en fonction des débits qui sont projetés pour les 4 prochains jours sur le site de la commission. Donc, ça vient donner une bonne idée là, de ce vers quoi on s'en va. Là-dessus, s'il y a des questions, je pourrais répondre aux questions à la fin de la présentation. Et sur ce, je vais laisser la parole à Mme Véronique Koensch. Merci beaucoup, M. Brazeau. Comme vous l'avez dit, Mme Koensch, directrice des services récréatifs et communautaires et gestionnaire de mission, service d'aide aux sinistrés. Véronique? Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir avec nous. Moi, j'aurai 2 points là, importants à vous partager ce soir. Premièrement, là, sur la prochaine acétate, vous allez voir au niveau du centre d'aide aux personnes sinistrées et à l'hébergement d'urgence. Donc, pour cette année, comme on vit la COVID, la pandémie depuis 1 an,
L'an dernier, on s'était préparé pour ouvrir un centre d'aide virtuel et puis ça sera toujours le cas cette année si jamais il y a des inondations et on doit aider les citoyens. Donc, de la façon qu'on va procéder, c'est que le centre, ça va être un centre d'appel. Les gens vont pouvoir communiquer avec nous par téléphone ou par courriel, puis tout va se faire là, virtuellement, soit en rencontre Zoom ou par téléphone, mais soyez assurés qu'on va donner toutes les informations et tout le support nécessaire aux citoyens, malgré que le centre d'aide ne sera pas ouvert physiquement, comme vous l'avez vécu dans les années antérieures là, à la bibliothèque municipale. Concernant l'hébergement d'urgence, là aussi, il y a des petites modifications là, cette année en lien avec le contexte de la COVID-19. Dans une missive qu'on a obtenue du gouvernement là, en automne dernier, celui-ci nous informait que c'était impossible d'ouvrir des centres d'hébergement d'urgence qui reposaient sur des espaces communs en cas de sinistre. Donc, c'est pas juste en cas d'inondation, mais c'est vraiment en cas de sinistre majeur. Donc, on ne pourra pas ouvrir un centre d'hébergement d'urgence dans un gymnase, par exemple. Par contre, il y a deux options qui nous sont présentées. La première, évidemment, celle qu'on vous propose et qu'on vous recommande fortement, c'est l'hébergement chez vos proches. Donc, déjà, à ce moment-ci, faites déjà des démarches pour pouvoir avoir une place où aller chez vos amis, votre famille, pour que vous puissiez éviter là, d'être en contact avec les autres personnes. Dans un deuxième temps, l'hébergement en hôtel va être permis. Par contre, ce ne sera pas toutes les personnes qui vont pouvoir bénéficier de ce service. En fait, on a établi une liste de critères de vulnérabilité. Puis, les personnes qui vont répondre à ces critères-là vont pouvoir bénéficier du service. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est très important de vous organiser là, pour pouvoir trouver un endroit où aller chez de la famille ou chez des proches. Aussi, ce qui a été ajouté là, cette année, c'est que l'hébergement dans un site commercial, donc en hôtel, sera pour une durée maximale de 15 jours. Ce qui veut dire qu'après 15 jours de service, vous allez devoir aussi vous trouver un endroit où aller. Par contre, on souhaite vous informer que le ministère va accepter de rembourser les frais là, qui vont être encourus soit par les municipalités ou soit par vous là, si vous allez vous bénéficier là, d'hébergement commercial en hôtel. Pour ce qui est de l'aide alimentaire, ben, c'est la même chose. En fait, l'aide alimentaire va être permise, mais seulement pour les gens qui seront obligatoirement là, logés en hôtel parce qu'ils n'ont pas de possibilité ou ils répondent à des critères de vulnérabilité. Bien entendu, c'est sûr que ça peut être appelé à évoluer là, en fonction d'éventuels décrets qui pourraient survenir d'ici là ou des nouvelles mesures là, de précautions sanitaires là, qui vont nous être divulguées dans les prochaines semaines par la Direction régionale de la sécurité civile. Donc, voilà pour moi. Merci. Ah, puis oui, j'ai oublié de vous dire, je m'excuse. Aussi, ce qui est important de savoir cette année, c'est qu'il n'y aura pas d'entente avec la Croix-Rouge. Vous l'avez lu, là, j'en avais pas parlé, mais il n'y aura pas d'entente établie entre la Ville et la Croix-Rouge en ce qui concerne l'hébergement. Alors, c'est la Ville qui va prendre l'entière responsabilité de faire la gestion de son hébergement directement avec le citoyen. Voilà. Merci beaucoup, Mme Koensch. Je cède maintenant la parole à M. Éric Martel, directeur adjoint du service de sécurité incendie de Rigaud et coordonnateur adjoint de la sécurité civile. Merci, M. Chevrier. Donc, la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Dans un premier temps, je pense qu'il est important de mentionner que ça fait déjà 6 semaines que la municipalité se prépare concernant le risque d'inondation. Donc, déjà depuis le mois de mars 2020, on a des rencontres hebdomadaires concernant la pandémie. Et depuis 6 semaines, on a ajouté à ces rencontres-là le volet préparation aux inondations.
histoire d'être capable justement, en cas de sinistre majeur, d'offrir la réponse qui sera nécessaire et adaptée au contexte de la COVID. Donc, ça veut dire qu'on s'est assuré avec les partenaires que l'entente multimunicipale de sécurité civile que nous avons avec Pointe Fortune et Tresse et Rédempteur a été entérinée avec des offres de services. Plusieurs personnes de l'organisation ont suivi le webinaire qui a été offert par le ministère de la Sécurité publique justement pour préciser quelles étaient les actions que les municipalités devaient faire en contexte de pandémie. On a validé les ententes que nous avions déjà avec au moins 2 organismes bénévoles en sécurité civile et suivant cette rencontre, nous allons faire une rencontre justement avec nos partenaires externes, histoire de s'assurer que l'arrimage sera bien fait et que si on a besoin d'eux, s'ils ont à se déployer, qu'ils se déploient selon les modalités du plan municipal de sécurité civile. Alors, depuis 2 semaines, on pourrait dire que l'organisation multimunicipale de la sécurité civile est en mode vigilance. On a déjà commencé à surveiller ce qui se passait sur les cours d'eau. Dans la preuve, M. Brazeau vous a montré exactement les exercices que nous faisons. Il est encore trop tôt pour avoir ce qu'on appelle un suivi régulier de la part de Hydro-Météo, mais Hydro-Météo surveille déjà également tout ce qui se passe sur les plans d'eau, notamment la rivière des Outaouais. On a également d'autres informations qui peuvent nous être transmises par le biais du ministère de la Sécurité publique, c'est-à-dire via le Centre des opérations gouvernementales. Donc, vous voyez le COG, là. Donc, le Centre des opérations gouvernementales envoie régulièrement des bulletins spécifiques aux coordonnateurs municipaux de sécurité civile, soit pour nous indiquer les enjeux de la météo, mais aussi des cours d'eau. Avec les expériences de 2017 et 2019, on a également mis en place un réseau avec nos collègues de Gatineau et nos collègues de Laval. Vous allez dire, c'est bizarre Laval parce qu'ils sont après nous autres, mais il y a quand même des ouvrages qui contrôlent les débits là-bas et effectivement, ça peut avoir une influence, comment ces ouvrages-là sont manipulés sur la rétention d'eau qui est faite dans le lac des Deux-Montagnes. Et pour ce qui est de nos collègues de Gatineau, bien évidemment, eux reçoivent l'eau avant nous. Donc, le fait d'avoir avec eux une espèce de triangle, on s'échange de l'information, puis ça nous permet d'être plus précis pour être capable d'anticiper qu'est-ce que nous devons faire. Je voudrais insister sur le fait que, oui, à partir du début avril, les patrouilles vont s'intensifier pour justement nous assurer qu'on regarde visuellement et pas juste à travers les balises et à travers les outils Internet. Sylvain, vous avez mentionné tantôt que ces outils-là peuvent, à l'occasion, tomber en panne. Donc, c'est les patrouilles sur le terrain qui sont notre manière de nous assurer qu'on garde un œil ouvert et qu'on est capable, justement, de réagir si besoin est. Et aussi, à partir du début avril, malgré tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui pour être capable d'aller valider sur différents sites web les prévisions au niveau de la rivière des Outaouais et de la centrale de Carillon, nous allons toujours produire le tableau que nous avons produit de toute façon tant en 2017 que 2019, puis qui va être disponible sur le site web de la municipalité. Par contre, en début, tant et aussi longtemps qu'on ne se retrouve pas dans une situation où il y a un sinistre, l'information, à compter du début du mois d'avril, va se retrouver dans la section inondation du site web. Donc, c'est le lien que vous avez présentement au bas de la page. Et tantôt, je vais vous mentionner un autre endroit où aller chercher l'information critique, advenant que les mesures d'urgence sont déclarées par la municipalité et que là, on entre dans une situation qui est plus problématique. Prochaine diapo, merci. Donc, le rôle de la municipalité, c'est d'anticiper. Pour être capable d'anticiper, il faut coordonner nos efforts, c'est-à-dire l'ensemble des missions. Vous avez cette présentation met en évidence des responsables de mission qui ont tous des rôles et mandats, mais il y en a d'autres. Notre collègue des travaux publics n'est pas là, mais vous comprenez que c'est une autre mission qui est très importante et on se coordonne également avec 2 autres municipalités. Vous allez dire, Tresse et Rédempteur, ils ne seront jamais inondés. Non, mais ils ont des ressources également, puis si nous, on a besoin, étant donné l'entente que nous avons, on peut bénéficier de leur appui pour certaines tâches que nous avons à faire.
les outils d'aide de la décision d'Hydro-Météo. Évidemment, ces informations-là que nous donne Hydro-Météo, vous ne pouvez pas y accéder directement, mais soyez assurés que lorsqu'on dépose l'information sur le site web de la municipalité, que nous vous traduisons les informations qu'Hydro-Météo nous donne. Donc, il n'y a rien qui est caché par rapport à ça. Évidemment, on va préparer le centre de coordination municipale, le fameux CCM, qui est le bunker, si jamais nous avons à coordonner nos actions. Ça se passe à la caserne du service de sécurité incendie de Rigaud. Ma collègue Véronique vous a parlé qu'on est en train de faire tous les préparatifs pour être capable d'ouvrir un centre d'aide aux personnes sinistrées virtuel. Et elle vous a donné l'information aussi pour que nous puissions héberger les personnes qui rencontreront les critères de vulnérabilité. Il va rester la dernière étape, c'est-à-dire l'arrimage avec les partenaires. Et à partir du début avril, nous transmettons autant à l'interne de notre organisation qu'à l'externe ce qu'on appelle un rapport situationnel. C'est-à-dire que nous, on appelle ça dans notre langage un RAPSIT. Mais ce rapport-là fait en sorte que les gens qui sont arrimés avec nous reçoivent l'information au quotidien. Donc, si jamais on a besoin d'eux et qu'on les mobilise ou qu'on lance des alertes, ils ne seront pas pris de court, ce qui favorise à ce moment-là qu'ils se déploient plus rapidement. Évidemment, il y aura agir, advenant que, évidemment, le niveau de l'eau monte et que des mesures de prévention s'avèrent nécessaires. Donc, encore cette année, la distribution de sable au moment opportun. Les sites qui sont identifiés là sont les mêmes sites qu'en 2020. On n'a pas changé les endroits, autant à Rigaud qu'à Pointe-Fortune. Ce qui est important, c'est d'attendre. Nous, on va mettre le sable là lorsqu'on va déterminer que le moment est critique. Ça ne vous empêche pas, les citoyens, de prendre des mesures en amont de ce temps-là. Mais habituellement, le sable ne sera pas mis à dernière minute, soyez-en assurés. Il y a également la capacité de rehausser de façon temporaire le chemin du bas de la rivière. Cependant, vous voyez qu'il y a une mention entre parenthèses. Ça veut dire sinistre majeur. Pour pouvoir faire ce rehaussement-là, il faut définitivement se retrouver dans une situation qui est fort similaire à 2017 ou 2019. Et avant, même si le maire prend la décision de permettre la réalisation des travaux, car lui seul a le pouvoir dans un cas de force majeure, il faut nous assurer, avant de faire ça, que la direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique va accepter la dépense. Parce que vous comprenez que ce n'est pas une dépense qui est simple. Et parce que ça implique non seulement les coûts pour le faire, mais il y aura aussi les coûts pour l'enlever par la suite. C'est la même chose pour l'hébergement d'urgence des personnes vulnérables. Ça prend une situation sur le terrain qui commande soit que les gens quittent volontairement leur domicile ou que la ville leur demande de quitter volontairement leur domicile. Il y aura aussi prévu une démarche de réintégration des domiciles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si vous êtes forcé de quitter votre domicile ou que vous on va s'assurer que vous soyez accompagné pour être capable de déterminer si effectivement le bâtiment est viable et ne pose pas un risque pour votre santé et votre sécurité. Et en cas de sinistre majeur, bien évidemment, comme ce fut le cas en 2017, comme ce fut le cas en 2019, il y aura ce qu'on appelle un centre de soutien au rétablissement. Vous l'avez connu sur l'appellation du Bureau du rétablissement inondation de Rigaud. Mais là, en fait, l'appellation générale, c'est soit un bureau ou un centre de soutien au rétablissement. Maintenant, on a parlé de ce que la Ville faisait. Il devient important de mentionner ce que la Ville attend des citoyens qui demeurent en zone de contrainte d'inondation. Vous avez aussi le rôle de surveiller ce qui se passe et ce que Sylvain vous a montré vous permet de le faire très bien. Alors, encore une fois, les sites importants, les sites web importants vous sont représentés dans cette diapositive-là. Concernant les précipitations,
Je vous rappelle que nous avons sur le territoire de Rigaud une station du ministère de l'Environnement et de la lutte des changements climatiques. Donc, on est capable de voir le nombre de millimètres qui est tombé il y a 24 heures. Ce n'est pas en temps réel, mais quand même, puisque nous savons que les précipitations, donc ce qu'on appelle les apports verticaux, peuvent jouer un rôle important lors d'une crue, vous avez accès à la même station que nous regardons lorsqu'on veut savoir combien de quantité d'eau qui est tombée à Rigaud. Évidemment, ça ne couvre pas tous les 97 km² de la municipalité. Ça donne un aperçu, il peut en être tombé plus ailleurs, mais quand même, c'est un bon indicateur. Et évidemment, le site de la Commission de la planification de la régularisation de la rivière des Outaouais, mieux connu sous l'appellation CEPRO. Prochaine diapo, s'il vous plaît. C'est celle-là, Éric. Il n'y a pas d'autres? Nous sommes rendus à anticiper. OK, excusez-moi. Bon, parfait, excusez. Donc, anticiper. Évidemment, les messages critiques vont venir des autorités municipales. Définitivement, c'est nous qui allons donner l'information. Ce n'est pas le ministère de la Sécurité publique, c'est surtout pas les médias. Okay? Ça, c'est bien important qu'on se le tienne pour dit. Une chose qui est claire et qui a montré sa force en 2019, parce que nous avons été témoins de multiples initiatives, c'est la capacité de créer un réseau d'entraide entre les citoyens des zones inondables, justement pour, dans le cas de mesures préventives temporaires, pour amortir les coûts. Évidemment, faire un plan d'urgence familiale, c'est la base. Et pour être capable de le faire correctement, on vous a donné deux sources de référence, c'est-à-dire une qui est théorique pour pouvoir le faire sous la forme d'un cahier avec une vidéo qui est fort ludique et qui permet justement de ne pas avoir à se claquer des pages et des pages. Vous allez me dire, un plan d'urgence familiale pour une inondation, on vit ça chaque année, mais rappelez-vous, puis Véronique, elle l'a dit tantôt, les mesures que nous prenons présentement, oui, ça concerne les inondations, mais quand on se prépare pour les inondations, on n'a pas juste les inondations en arrière de la tête. Okay? Dans ce contexte-là, vous pouvez aussi impliquer les enfants avec SOS Sécuro. Il y a un site qui est entièrement dédié pour permettre aux enfants de s'informer de façon ludique par rapport aux risques d'inondation, mais également aux risques concernant les autres aléas qui peuvent affecter vos secteurs, que ce soit les tempêtes avec vent violent, les orages, tornades, glissements de terrain, tout ça est là. Ça vaut la peine d'impliquer les enfants. Et sans oublier tous les gestes qui sont à poser avant, pendant et après une inondation. Vous le savez mieux que nous autres que quand on vit une inondation, il y a un stress important, la fatigue s'installe. Donc, de connaître à l'avance les gestes qu'on devrait poser, bien, il faut y penser en amont. Il faut pas, c'est pas le temps d'y penser une fois qu'on a les deux pieds dans l'eau. Ce qui veut impliquer de savoir où on va aller, comme Véronique le disait tantôt, on ne pourra pas, à cause de la COVID, héberger tout le monde. On va héberger les personnes vulnérables. Donc, vous avez un lourd fardeau, tout comme en 2020, c'est-à-dire de vous trouver un endroit dans la famille, chez des amis, si vous devez évacuer, pour soit en raison que la ville le demande ou parce que vous prenez la décision de le faire. Également, vous devez prévoir les besoins pour le nettoyage. Et je dis ça, puis je vous rappelle de créer le réseau d'entraide parce que nous avons tous eu la surprise en 2019 lorsque nous avons fait l'appel aux bénévoles et que toute la structure de la MRC de Vaudreuil-Soulanges s'était mise en branle pour être justement capable de recevoir cette aide-là pour être capable de la redistribuer de façon égale sur les municipalités qui étaient touchées par les inondations. Et malheureusement, l'aide bénévole n'est pas venue. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que vous commenciez à anticiper des solutions, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit votre réseau d'entraide, votre famille, mais il faut y penser d'avance. Et bien évidemment, faire l'achat des équipements de protection temporaire parce qu'il n'y aura pas, tout comme en 2020, de distribution de sacs de sable. La Ville s'engage à fournir le sable, mais pas les sacs.
Et il n'y a pas juste les sacs de sable qui peuvent être utiles. Je comprends que ce n'est pas tous les gens qui peuvent se payer le fameux système Watergate, mais je peux vous garantir qu'il y a de nombreuses innovations depuis 2017. Il y a des sacs qui se gonflent tout seuls dès qu'ils commencent à absorber de l'eau. Donc, il y a des trucs qu'on peut acheter et qui vont faire en sorte qu'on n'aura peut-être pas le même effort physique à faire que si on prend le traditionnel sac de sable. Encore une fois, lorsqu'il est le temps d'agir et lorsqu'effectivement on se retrouve dans une situation où il va y avoir un sinistre, je crois que l'initiative du Facebook Live que nous avons mise en œuvre en 2019 a été bien reçue de la part de la collectivité et je vous garantis que nous allons maintenir cette initiative et ce, même s'il devait se passer quelque chose d'autre ailleurs et que tous les médias décident de quitter Rigaud pour aller voir ce qui se passe ailleurs, nous allons maintenir l'initiative pour nous assurer que vous avez toujours un point de repère quotidien quant aux informations, soit sur le sinistre ou des mesures que la Ville va prendre. C'est là que je vous disais tantôt, s'il n'y a pas de sinistre, vous allez consulter un endroit du site Internet municipal sous un onglet « Inondation ». Vous avez l'hyperlien dans une autre diapositive. Mais s'il y a effectivement des mesures d'urgence, il y a un encadré à un endroit précis dans le site Internet municipal et à partir de ce moment-là, l'information est diffusée à cet endroit-là. Tout le monde va là pour l'information. Il n'y a pas un endroit pour les médias, puis un endroit pour les citoyens, puis un endroit pour les partenaires. Toute l'information, on la met là. De cette manière, on le fait de façon transparente, puis on est sûr de ne pas avoir oublié ou omis de mentionner quelque chose de critique. Encore une fois, on rappelle l'efficacité. Si vous décidez de faire des digues de sacs de sable, vous avez un renvoi directement à la méthode à employer avec la pellicule plastique. Et je vous rappelle que les sacs de sable, c'est bon pour les ouvertures. Donc, porte, fenêtre seulement sur une résidence, ça n'a aucune force si vous tentez de protéger le pourtour d'une propriété. En fait, c'est que la quantité de sacs de sable que ça va vous prendre pour donner une digue efficace est si important que vous n'allez pas y parvenir. Et la chose la plus importante, si vous décidez de quitter parce que vous décidez que vous ne voulez pas passer à travers l'inondation 2017-2019, c'est assez. Vous quittez volontairement votre domicile. C'est important de nous aviser. Parce que vous le savez, à chaque fois qu'il y a une inondation majeure, la première chose que nous allons faire avec le support et l'appui de la Sûreté du Québec, c'est d'aller valider sur le terrain si tout le monde est correct. Donc, si on le sait que vous avez quitté votre résidence puis qu'on a vos coordonnées pour vous rejoindre, non seulement on peut vous offrir l'appui et le soutien auquel vous avez droit, et ce, en lien avec le programme d'aide financière du gouvernement, mais on peut également s'assurer que vous avez l'information, mais on ne posera pas de dommages sur votre propriété pour aller s'assurer que vous n'êtes pas derrière, vous n'avez pas eu un malaise ou quelque chose comme ça. Donc, pour moi, ça devrait conclure ma partie. Merci beaucoup, M. Martel. Donc, c'est ce qui complète la présentation des actions de l'Organisation municipale de sécurité civile ainsi que les responsabilités citoyennes. Je cède donc la parole à Mme Jamel, conseillère en sécurité civile et en prévention des sinistres, ainsi que chef du bureau du rétablissement des inondations. Merci beaucoup, M. Chevrier. Donc, votre contribution est très précieuse, vous le savez très très bien. Depuis les premières inondations en 2017 puis 2019, plusieurs groupes scientifiques se penchent sur l'étude de cette situation-là de double sinistre qu'a vécu le territoire de Rigaud. Donc, on a besoin de votre contribution pour deux projets majeurs. Un qui est une étude scientifique dirigée par professeur Daniel Maltais,
financé par le réseau Inondation intersectorielle du Québec, le réseau RISC. Donc, le but de cette recherche est de comprendre les impacts de la bureaucratie, puis elle doit permettre de documenter les événements ou les situations qui ont été pour vous des agents stressants à partir du moment où votre propriété elle a été inondée depuis 2019 et puis ce que vous avez pu vivre de stress après cette situation-là, surtout essentiellement pour les inondations 2019. Donc, votre contribution va consister à autoriser les chercheurs à vous contacter afin de mener avec vous une entrevue dirigée par téléphone ou par visioconférence. La ville peut assurer cette situation-là si vous n'êtes pas à l'aise à faire la vidéoconférence depuis chez vous. Donc, vous pouvez vous présenter dans les locaux de la ville tout en s'assurant des mesures sanitaires concernant la COVID. Vous aurez la possibilité de communiquer avec les chercheurs pour leur fournir les informations qui seront nécessaires pour mener cette recherche. Nous allons vous faire transférer très bientôt, pendant les prochaines semaines, une lettre via courriel. Donc, généralement, depuis la gestion du bureau de rétablissement, on a pu avoir la liste de communication des courriels de la majorité des citoyens qui ont été sinistrés. Donc, vous allez recevoir cette lettre et vous allez pouvoir répondre à la personne responsable avant de donner l'autorisation pour mener cette recherche. Donc, au moins 10 personnes, mais peut-être plus, malgré que cette lettre, elle le mentionne. On a besoin en fait de au moins 10 personnes, mais si on a plus de personnes qui sont intéressées, vous serez toujours les bienvenus et sachez que toutes les informations qui seront recueillies sont confidentielles et volontaires. Au niveau de la deuxième recherche ou la deuxième contribution pour laquelle nous souhaitons votre participation, c'est un projet gouvernemental. Donc, l'initiative InfoCru, c'est un projet qui est aussi financé par le consortium Ouranos. Donc, tel que vous voyez ici, toutes les terminologies qui sont soulignées, vous allez pouvoir consulter les liens qui vont vous expliquer un peu le contexte du projet, le contexte des organisations qui sont en train de mener cette recherche. C'est une recherche qui vise plus à cartographier, à offrir des outils qui vont permettre la délimitation des zones inondables dans une grande partie du Québec. Donc, c'est une démarche qui est nécessaire pour la cartographie, pour le recensement. Donc, c'est de l'information par rapport aux crues. C'est un projet qui est aussi en collaboration avec l'Université de Québec à Rimouski et l'Université de Sherbrooke. L'objectif de cette recherche est de développer un outil de prévision des inondations pour les collectivités à travers la participation de groupes de discussion. Donc, cette fois-ci, c'est des focus groups. Donc, c'est une méthodologie de collecte d'informations qui est différente de l'autre. Pareil, avec le même processus, on va rentrer en contact avec vous à partir de votre adresse courriel. Vous allez recevoir une lettre qui vous informe de la date de tenue de ces focus group et vous allez pouvoir en toute sécurité, confidentialité, fournir toutes les informations qui vont permettre à ce projet-là aussi de se prémunir de toutes les informations nécessaires pour mener à bien et à terme cette recherche scientifique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Jamel. C'est ce qui conclut la présentation. Donc, nous allons maintenant répondre aux questions des citoyens. Nous débuterons par quelques questions que nous ont envoyées des citoyens avant la séance publique de ce soir. La première question est celle de Madame Lucie Lasselle. Donc, que comptez-vous faire pour éviter de mettre à la rue un occupant qui est sommé de sortir avant la crue? Monsieur Martel. Merci, Monsieur Chevrier. Donc, il faut comprendre le contexte de la question. Donc, il y a certaines résidences, il y en a très peu, qui sont ce qu'on appelle en imminence de danger. L'imminence de danger veut donc dire que autant le propriétaire que la municipalité concernée a une responsabilité parce que le risque est plus élevé en cas de sinistre. Mais la première des choses, et on le répète, la responsabilité première revient au propriétaire de trouver un endroit parce que contexte de la COVID oblige, nous ne pouvons pas offrir l'hébergement que nous pourrions offrir s'il n'y avait pas la pandémie.
Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas faire mieux que ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire avoir seulement de l'hébergement dans des sites avec lesquels on va avoir des ententes et pour les personnes qui sont considérées vulnérables selon des critères. Merci. Deuxième question de Mme Lucie Lasselle. Donc, j'aimerais savoir ce qui est prévu cette année s'il y avait une inondation pour les inondés de Pointe-Fortune par rapport à ceux de Rigaud. M. Martel? Donc, j'imagine que le fond de la question repose sur les mesures qui sont post-inondation. Et là, ce qu'il faut comprendre d'emblée, c'est que les mesures post-inondation, donc de rétablissement, ne font pas partie de l'entente multimunicipale. Donc, c'est chaque municipalité qui détermine la gamme de services qu'elle peut offrir à ses citoyens. Et j'ai bien mentionné le mot « peut offrir ». Donc, je vais vous donner un exemple qui est concret par rapport à ça. Il y a eu un bureau du rétablissement inondation en 2017 et en 2019 à Rigaud, étant donné le nombre important de résidences qui étaient touchées, mais à la municipalité de Pointe-Fortune, les ressources habituelles en place étaient capables de faire ce travail-là et ce sont les ressources de la municipalité qui ont traité cela. Donc, pour le moment, il faut attendre de connaître l'ampleur de l'inondation avant de pouvoir faire un focus sur qu'est-ce qu'on va faire dans un contexte post-inondation. Merci. La prochaine question est une question qui a été posée par plusieurs personnes. Donc, pourquoi la Ville ne donne pas de sac de sable? Pourquoi les services sont différents dans le rétablissement d'une municipalité à l'autre? Donc, si je prends la réponse que je viens tout juste de donner pour la deuxième question de Mme Lasselle, ça confirme pourquoi le rétablissement est différent d'une municipalité à l'autre, parce que ça ne figure pas dans l'entente multimunicipale et c'est chaque municipalité qui détermine l'offre de services qu'elle veut donner aux citoyens sinistrés. Maintenant, pour ce qui est des sacs de sable, l'orientation que nous avons cette année est la même que l'année passée. Donc, le fond de la raison est la suivante, c'est qu'au programme d'indemnisation et d'aide financière du gouvernement, il est déjà prévu que toute personne qui met des mesures préventives pour se prémunir contre un sinistre imminent ou réel peut se voir rembourser jusqu'à 5 000 $ et ce, sans avoir à fournir de pièces justificatives. Donc, la municipalité, si elle décide de prendre la décision de déployer des efforts supplémentaires, comme on a fait en 2017, comme on a fait en 2019, ça s'ajoute à ce que les citoyens doivent faire. Vous êtes les premiers responsables de votre propriété et ça veut dire que pour le point de départ, vous avez la responsabilité de la protéger. Maintenant, tout dépendant de ce qui va se passer, tout dépendant de l'ampleur du sinistre annoncé, s'il y en a un, à ce moment-là, la municipalité va mettre en œuvre ces mesures d'urgence, puis elle pourra prendre d'autres décisions pour soutenir les citoyens. Merci. Une autre question de Mme Lucie Lasselle. J'aimerais savoir si on projette encore de couper des services essentiels qui aident à protéger nos maisons et qui est exigé par le programme de la sécurité publique pour y avoir droit. Dans un premier temps, il faut faire la distinction de services essentiels. Pour la municipalité, service essentiel dans le contexte de la sécurité civile, c'est ce qu'elle doit faire en vertu de la loi sur la sécurité civile puis ses règlements. Maintenant, le programme d'indemnisation et d'aide financière, c'est un programme de soutien. Ce n'est pas un programme qui oblige les municipalités à offrir aux citoyens des services. Ce sont les municipalités, tout en étant conformes à la loi et au règlement, qui prennent la décision en fonction de leur capacité financière et de leurs ressources d'offrir des services complémentaires aux citoyens. Donc, dans ce sens-là, ce qui est annoncé aujourd'hui par le biais de cette présentation, c'est ce que l'Organisation multimunicipale à la sécurité civile entend mettre de l'avant dans le contexte actuel des informations que nous avons. Merci. Une autre question de Mme Pauline Terrien. Je voudrais savoir si vous prévoyez offrir un service de navette en bateau sur la rivière Rigaud à partir de la descente de Pompiers jusqu'à la rue Lionel-Séguin pour les gens qui veulent aller travailler et qui veulent aller au village.
ce serait pratique vu la COVID-19? Ce que je peux répondre à ça, c'est qu'on s'est servi de cette descente-là, faire des navettes pour faire des évacuations en 2019. Et si on doit avoir encore des inondations cette année et qu'on doit en venir à ça, ça va être encore pour des évacuations. Ce ne sera pas des navettes. Donc, ce ne sera pas un service de on va vous chercher chez vous et on vous ramène au village, on vous prend du village pour vous ramener chez vous. C'est vraiment dans un contexte de sécurité qu'on procède à l'évacuation des gens pour les amener en centre d'hébergement ou pour qu'ils puissent après ça s'en aller dans un lieu de résidence temporaire là, qui vont s'être organisés avant, là, comme disait Véronique au début. Donc, c'est ça. Et évidemment, on garde nos ressources pour être capable d'intervenir, aller faire une évacuation d'urgence en cas d'inondation. Il faut que le bateau soit prêt pour ça. Donc, on ne peut pas s'en servir comme taxi pour l'instant. Merci, M. Brazeau. Prochaine question de M. William Bradley. Are the charts to be updated to the Carillon Dam? If so, when? Si je peux me permettre, je vais répondre en français. On a donné tantôt l'information que les prévisions allaient être en ligne sur le site de la Commission du bassin versant à partir du moment où la crue allait débuter. Pour l'instant, il est possible de voir tous les débits des journées précédentes en allant sur le site, là, comme on a montré tantôt là, au début de la présentation. Merci. Une autre question de M. William Bradley. As civil security role is to reduce suffering and damage cost of environmental emergencies, and you must relocate person floated to alternate location, wouldn't it be cheaper and reduce suffering for the municipality to supply sand and sandbag and volunteers to prevent floating? At this point, we need to understand that in the role that the municipality has, there's what the municipality must do and what the municipality could do. We explain what we had intention to do according to the law, and this is what we will be doing this year. Like we mentioned, it doesn't mean that if something, like if the flood is as big as 2017 or 2019, that the municipalities won't take further measures in order to help the citizens, but we must stress the fact that the law says that everybody must have an effort in regards for civil protection to be in effect. As a owner of a property in a flood zone, you are obliged, you are the first person that must take action to protect that property. The municipality, if it takes measures, will be to enforce the one that you already have. Merci, M. Martel. Donc, une autre question posée par plusieurs personnes. Pourquoi c'est vous qui présentez les mesures d'urgence prévues en cas d'inondation et non M. le maire ou le conseil municipal? Si vous me permettez, je vais répondre à cette question. Donc, il en revient à l'organisation municipale de sécurité civile de présenter la planification des mesures mises en place en cas d'inondation. À ce titre, je suis le coordonnateur de la sécurité civile. Il en revient à toute notre équipe de sécurité civile de vous présenter les actions à prendre. C'est ce qui conclut l'ensemble des questions et réponses que nous avons reçues avant la séance d'information publique de ce soir. À noter que le site web municipal sera mis à jour cette semaine et contiendra notamment la présentation de ce soir en format PDF, de même que la vidéo de la présentation et une foire aux questions. Nous poursuivons maintenant avec les questions reçues pendant la présentation de ce soir. Y a-t-il des questions? Pour l'instant, je n'ai aucune question en direct. Je vais quand même prendre le temps de souligner à mes collègues ici présents les commentaires qui ont été mis sur le site. Donc, belle équipe de Rigaud. Bravo Manel, bravo à tous et à tous. À toutes et à toutes. Et à tous, excusez-moi. Un autre commentaire, très intéressant, excellent travail. Un autre commentaire, merci pour les informations.
Il y a un autre commentaire ici. Excellente présentation. La MRC de Vaudreuil-Soulanges, où j'œuvre à titre d'hydrologue, s'informe au même site, en plus de disposer de ses propres simulations de submersion et de dangerosité, et elle reste à votre disposition pour partager l'information dont elle dispose. La saison 2021 n'est pas trop inquiétante, excusez-moi, mais il faut rester vigilant. Est-ce qu'on a des questions, Monsieur Saint-Michel? Non, on n'a aucune question. Donc, comme je le disais tantôt, si vous avez d'autres questions entre-temps par le biais du site web, vous pouvez communiquer avec nous. Donc, il nous fera plaisir, dans un délai raisonnable, de pouvoir répondre, mettre les questions, les réponses en ligne et d'y répondre. Donc, merci, chers collègues, de vous avoir prêté au jeu ce soir. Et puis, à la prochaine. Merci tout le monde. Bonsoir.